Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présence et je vais commencer tout d'abord je vais commencer à remercier en la personne de Béatrice Guénard-Salin et Séverin Batucci qui sont dans la salle tous les deux, la FFP pour son acceptation de manière assez régulière des réunions organisées par la FDCI et cette fois-ci avec Juridim. C'est un endroit très sympathique et l'accueil est toujours très chaleureux. Les deux associations AFDCI, donc l'Association française de droit de la construction et de l'immobilier, et Juridim, Association des directeurs juridiques de l'immobilier, ont noué un partenariat extrêmement fructueux depuis début 2021 et nous avons organisé plusieurs conférences sur des thèmes d'actualité. Et je suis particulièrement ravi, et M. Perrinet-Marquet, président de la FDCI également, nous sommes particulièrement ravis d'organiser une conférence physique, en présentiel, comme on dit aujourd'hui, et de vous accueillir ici. C'est beaucoup plus sympathique qu'avec Teams et Visio. L'ordre du jour de la matinée, vous la connaissez, il y aura 2 tables rondes, mais avant de passer aux tables rondes, je vais demander à monsieur Jean-François de Montgolfier de venir à la tribune pour des propos introductifs. Donc monsieur de Montgolfier, directeur des affaires civiles et du Sceau au ministère de la Justice, et je suis vraiment très heureux de vous accueillir dans cette matinée. Merci de vos mots d'accueil. Bonjour à toutes et à tous et merci à la fois à la Fédération française du bâtiment pour cet accueil et pour les organisateurs de ce colloque de me donner l'occasion de m'adresser à vous ce matin et d'avoir organisé ce colloque d'une grande actualité. Il est inutile d'insister sur le fait que, effectivement, les interrogations d'ordre juridique et pratique qui naissent des circonstances économiques et en particulier de l'évolution des difficultés d'approvisionnement et du coût des matières premières sur la possibilité d'exécuter comme convenu un certain nombre de contrats, et en particulier les contrats de construction, est évidemment d'une actualité très grande, et je trouve particulièrement intéressant d'avoir l'occasion d'y réfléchir de façon approfondie pour examiner quels sont les outils juridiques qui sont mobilisables ou pas, et dans quelles conditions et avec quels objectifs. Alors, mon propos introductif est évidemment surtout pas de prétendre préempter le sujet et de vous donner des conclusions, mais plus d'ouvrir quelques pistes de réflexion et de vous dire un peu comment, prima facie, à la chancellerie, donc ministère de la Justice, je suis le directeur des affaires civiles, donc concrètement le directeur du droit privé, droit civil et droit commercial, on appréhende ces situations à droit constant. Voilà. Et alors, un mot très bref sur le fait que, évidemment, quand on parle de bouleversement des circonstances économiques, on parle d'une réalité que vous connaissez beaucoup mieux que moi et qui est incontestable, avec le croisement entre, d'un côté, un contexte de sortie de crise qui a conduit à des carnets de commandes assez pleins et même une forme de dynamisme je donne un seul chiffre, un chiffre de la CAPEB, plus 3,5% de hausse de l'activité au premier trimestre, donc un vrai dynamisme, et en même temps ce mouvement dynamique heurté, bouleversé par le contexte de la guerre en Ukraine, qui joue comme un phénomène de surcrise qui s'ajoute aux difficultés et aux fragilités qui résultent de la crise sanitaire, avec d'une part des difficultés d'approvisionnement déjà constatées dès l'année dernière, avec une envolée et une grande volatilité des prix de l'énergie et du prix de certaines matières premières ou de certains matériaux, en particulier ceux très dépendants de l'énergie, donc acier, verre, aluminium, et là aussi un chiffre, un seul, parce que c'est pas mon rôle, je suis pas
ni économiste ni statisticien, mais un chiffre de par rapport à 18% de hausse moyen des prix des matériaux au premier trimestre. Donc évidemment, on peut parler de bouleversement des circonstances économiques, même si évidemment cette qualification est sujette à discussion et elle sera d'ailleurs soumise à la discussion devant les juges. Donc une situation dans laquelle la machine de la construction apparaît grippée, des retards de chantier, des difficultés d'approvisionnement et évidemment des interrogations juridiques qui se posent sur la façon de s'en sortir et également la question de qui supporte la charge, la responsabilité et le risque de ce qui est en train de se passer. Alors ce qui est intéressant d'un point de vue d'observateur, c'est qu'on est évidemment conduit à se poser la question au mois de juin 2022 de la comparaison avec ce qui nous est arrivé au mois de mars 2020. C'est-à-dire qu'on a eu, avec une brutalité incomparable, les mêmes interrogations, en tout cas des interrogations de même nature, au mois de mars 2020, lorsque, pour faire face à la crise sanitaire et aux très grandes incertitudes qu'on connaissait, les décisions ont été prises d'imposer un confinement qui ont eu des effets directs extrêmement brutaux sur la possibilité d'exécuter un certain nombre de contrats. Mais je ne me livrerai pas à l'exercice consistant à comparer la gravité respective de ce qui s'est passé en 2020 et de ce qui se passe aujourd'hui, parce que je forcément pas le recul pour le faire, mais il y a au moins deux différences très fortes. La première, c'est que ce qui caractérisait mars 2020, c'était la soudaineté et la brutalité des mesures qui, une annonce du Premier ministre et quelques jours plus tard, des décisions administratives extrêmement contraignantes pour faire face à la crise sanitaire, ce qui n'est pas la situation qu'on connaît aujourd'hui, où c'est une évolution mondiale qui induit des évolutions sur les paramètres économiques. Et puis, deuxième différence très importante, c'est que mars 2020 s'accompagne d'un plan législatif extrêmement fort, en particulier les ordonnances du 25 mars, qui à la fois viennent en aide aux entreprises et suspendent le cours du temps dans l'exécution des contrats pour éviter que l'impossibilité d'exécuter liée à la période de confinement ne soit préjudiciable à un certain nombre d'acteurs économiques. Mais donc on n'a évidemment pas ces deux éléments aujourd'hui et alors qu'en mars 2020 on avait créé un droit spécial très largement dérogatoire des règles de droit commun, il faut au contraire aujourd'hui s'interroger sur les outils qui sont à la disposition des juristes pour apprécier cette évolution et cette situation. Alors la gravité de la situation, encore une fois, je vais pas me livrer à l'exercice consistant à dire si elle est plus ou moins grave que celle de mars 2020, mais sa gravité est certaine et j'en veux pour preuve la description qu'en fait le Premier ministre dans cette circulaire du 30 mars 2022 relative à l'exécution des contrats de commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières et qui dit que les circonstances exceptionnelles sont de nature à affecter gravement dans plusieurs secteurs d'activité les conditions d'exécution des contrats, voire leur équilibre économique et à mettre en danger la pérennité de nombreuses entreprises ainsi que l'emploi de leurs salariés. Donc on a une description qui est tout à fait circonstanciée de la gravité des circonstances. Alors, encore une fois, je ne vais pas me livrer à l'exercice consistant à donner des réponses, mais plutôt à donner des questions ou peut-être à regarder les pistes qui s'ouvrent à nous et peut-être sommairement et de façon beaucoup plus détaillée et précise, vous les réexaminerez et vous les contredirez peut-être, parce que c'est le jeu d'une matinée comme celle-ci d'aujourd'hui de questionner des affirmations peut-être un peu rapides et de les remettre en question. Mais je crois qu'il y a deux pistes qu'il faut écarter et puis il y a les autres pistes qu'il faut interroger. La première piste qu'il faut écarter, à mon avis, mais ce n'est que mon avis, c'est celle de la force majeure. On s'était efforcé de l'écarter en mars 2020, au moment où, peut-être d'ailleurs dans des circonstances où on pouvait plus sérieusement se poser la question, elle était posée. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut l'écarter ? Parce que la force majeure, c'est... D'abord, ça ne s'apprécie pas de façon générale, ça c'est notre conviction. La force majeure, ça s'apprécie concrètement dans une situation donnée. Et donc, dire la hausse des prix des matériaux dans le consommation constitue une situation de force majeure, ça n'a à notre sens aucun sens juridique. C'est pas comme ça que fonctionne l'outil juridique de la force majeure. Par ailleurs, il faut privilégier les outils juridiques qui permettent
de maintenir la relation contractuelle, quitte à l'avoir évolué, mais à la maintenir. Or, la force majeure, j'ai eu l'occasion de dire un jour dans un entretien au cahier des droits de l'entreprise, en droit, c'est la bombe atomique. C'est-à-dire que c'est pas, non seulement ça libère le débiteur, ça libère le créancier, ça libère tout le monde. Il n'y a plus d'obligation juridique à partir du moment où on constate la force majeure. Et c'est évidemment pas ce qu'on cherche. Et puis, surtout, parce que la force majeure s'est conçue pour l'impossibilité d'exécuter et non pas pour le constat du caractère plus onéreux de l'exécution. Donc, voilà, prima facie, mais je sais qu'il peut y avoir des débats sur le sujet. On estime que force majeure n'est pas la piste à creuser. Pas non plus, à mon avis, mais là je pense que la discussion sera sans doute plus ouverte, la situation n'est pas non plus, en tout cas pour le contrat de construction, pour le secteur du bâtiment, le lieu d'appliquer l'inexécution pour les motifs de l'article 1221 du Code civil, c'est-à-dire compléter tel que la réforme de 2016 du droit des contrats l'a complété, c'est-à-dire une exécution en cas de disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l'intérêt pour le créancier. Non pas que la situation ne puisse pas conduire à des hypothèses dans lesquelles on serait capable de démontrer la disproportion manifeste pour le débiteur de l'obligation de faire. Ça, je pense qu'effectivement, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on doit se poser la question. La hausse des coûts peut entraîner pour le débiteur de l'obligation de faire une situation où, au regard du prix convenu, il peut y avoir une disproportion. Donc c'est bien ça qui fait la question cruciale sur laquelle il faut travailler. En revanche, il me paraît que les hypothèses dans lesquelles l'intérêt pour le créancier à l'exécution du contrat serait disproportionnellement faible par rapport à l'intérêt d'exécuter paraît pas une hypothèse fréquente. Enfin, peut-être qu'on la rencontrera, on ne peut pas l'exclure de façon générale, mais ça ne paraît pas être la piste la plus générale. Alors, il reste l'outil nouveau de la réforme de 2016 du droit des contrats, c'est l'imprévision, la théorie de l'imprévision. Et d'ailleurs, j'observe que en matière de commande publique, mais je ne vais pas déflorer le sujet qui sera traité par Madame la directrice des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances, le Premier ministre a préconisé le recours à cette théorie de l'imprévision dans les contrats. La théorie de l'imprévision, c'est trois conditions. Un changement de circonstances imprévisible. Il y aura débat sur la question de savoir si c'était imprévisible, mais on peut, je dirais, par hypothèse d'école, considérer qu'elle est satisfaite. L'exécution du contrat qui n'est pas impossible, mais excessivement onéreuse, ça, il y a guère de doute qu'on va rencontrer cette situation dans un nombre élevé de cas. Et puis, en revanche, troisième question, qui est celle qui je trouve la plus intéressante pour les contrats dans le secteur du bâtiment, c'est la partie qui invoque l'imprévision ne doit pas avoir accepté d'en assumer le risque. Et c'est là qu'on confronte cet article général, 1195 du Code civil, avec les textes spéciaux des contrats en matière de construction, que ce soit la construction stipulée à forfait, avec la question qui se pose de savoir est-ce que finalement on a entendu déroger à 1195 par l'article 1793, ou simplement qu'on estime que si l'entrepreneur a conclu à forfait, est-ce qu'il n'a pas du coup, je crois que c'est d'ailleurs ce qu'on disait sous la plume du professeur Périnet Marquet il y a quelques années, l'entrepreneur a accepté d'assumer le risque du changement de circonstances, et donc on a écarté cette possibilité. La même question se pose encore plus dans les contrats de construction de maisons individuelles ou dans le VFA en secteur protégé, puisque le cadre juridique implique une stipulation très figée, forfaitaire, et dans lequel on ne voit pas très bien comment la théorie de l'imprévision s'acclimate avec cette idée. Reste aussi la possibilité, et pour nous c'est une source d'ailleurs d'interrogation au ministère de la Justice, la possibilité de clauses conventionnelles qui écartent la théorie de l'imprévision, puisque comme le disait d'ailleurs très bien le rapport du président de la République sur l'ordonnance de février 2016 sur la réforme des contrats, la règle de la théorie de l'imprévision, c'est une règle supplétive de la volonté des parties. Les parties peuvent l'écarter. D'ailleurs, elles peuvent faire même beaucoup plus que ça, puisqu'elles peuvent écarter même la force majeure dans une clause de hardship. Et donc, une des interrogations qui se pose est de savoir dans quelle mesure les parties au contrat ont fait usage de la faculté d'écarter la théorie de l'imprévision.
Lorsque on s'est posé cette question en février 2020, quand on a rédigé les ordonnances du 25 mars, enfin, en février-mars, au moment du début du confinement, et la question de la situation des contrats en cours, ce qui nous était dit, mais tout ça se faisait ça faisait au téléphone, dans le contexte, remettez-vous, en mars 2020, l'espèce de panique et de sidération dans laquelle nous étions tous, et nous échangions avec des directeurs des affaires juridiques, avec des représentants de fédérations, et tous nous disaient, mais la théorie de l'imprévision ne pourra pas être un outil adapté parce que on l'a écarté de façon massive dans nos contrats. Est-ce que c'était par conservatisme? Est-ce que c'était par méfiance à l'égard de ce standard un peu d'assouplissement d'exécution du contrat qui a fait peur? On a lu un certain nombre de critiques après la réforme de 2016 sur le fait qu'avec la théorie de l'imprévision, on introduisait quelque chose en droit des contrats qui était une menace, et peut-être que certains, par souci de sécurité, l'ont beaucoup écarté. Donc cet outil qui, à l'expérience de ce que nous venons de vivre et ce que nous vivons actuellement, pourrait se révéler un outil intéressant, a peut-être été... à mon avis, un peu rapidement écarté, alors qu'un usage modéré mais pratique de cette disposition permettrait de continuer. Parce qu'il s'agit bien de ça. Et c'est là où je trouve que vos travaux ce matin, et j'en conclus là parce que j'ai déjà 5 minutes de retard, donc il ne faut vraiment pas que je commence à déborder. L'enjeu est bien sûr il est de nous éclairer sur les outils juridiques, sur les conditions dans lesquelles ils peuvent être mis en œuvre, sur les contraintes à laquelle ils exposent ceux qui souhaiteraient les mettre en œuvre. Mais en réalité, derrière cette analyse juridique qui doit être très fine et qui va être conduite de façon infiniment plus experte par les intervenants de ce matin que ce que je peux réaliser, la question qui se pose, c'est celle de l'opportunité d'en faire usage. L'opportunité d'en faire usage et le choix qui doit être fait de s'orienter vers une position de juridisme ou d'une position de discussion, et avec l'appréciation du rapport de force juridique de chacune des parties dans la perspective d'une renégociation, d'une rediscussion, pour que la relation contractuelle, on peut raisonnablement le souhaiter, continue dans l'intérêt de chacune des parties. Donc je crois que, encore une fois, c'est non pas tout l'intérêt, mais une grande partie de l'intérêt de vos travaux, c'est de donner à chacun l'ensemble des éléments les plus fins possibles pour être en mesure, dans chaque situation donnée, de se dire est-ce que, dans quelle mesure j'ai intérêt à discuter? J'aurais tendance à répondre le plus souvent possible, mais quel est le rapport de force juridique dans cette discussion qui va s'engager, parce que ce soit en médiation, que ce soit en renégociation contractuelle, que ce soit par tous les outils par lesquels on rediscute d'un contrat, c'est comme ça qu'on continue à avancer. Voilà, très rapidement, quelques pistes qui ne prétendent absolument pas apporter des réponses, mais pour vous souligner encore une fois tout l'intérêt des travaux que vous allez suivre ce matin. Merci à vous tous. Merci beaucoup, monsieur de Montgolfier. Je vais me permettre quand même de vous poser une question. Je n'ai pas bien compris. Si vous considériez que la renonciation à l'imprévision était quelque chose qui pouvait en tant que tel être remis en cause, ou est-ce que vous considérez qu'étant une règle supplétive, on peut y renoncer et donc ne plus revenir dessus? La position du ministère de la Justice et du gouvernement, parce que c'est une ordonnance, donc le rapport au président de la République qui est publié au journal officiel en même temps que l'ordonnance est très clair sur le fait que c'est une règle supplétive de la volonté des parties, et que sous réserve de règles d'ordre public propres à certains contrats. Il peut y avoir des hypothèses dans lesquelles la question de savoir si dans certains cadres juridiques, une analyse différente devrait être portée, mais en droit des contrats général, et nous soutenons très clairement, nous l'avons écrit, nous l'avons publié au journal officiel, que c'est une règle supplétive, et donc les parties ont la faculté d'y déroger, je dirais, librement, dès lors qu'elles sont sur des droits dont elles ont la libre disposition, ce qui est souvent le cas en matière de contrat de construction. Merci beaucoup. Je me suis permis cette question parce qu'il y a eu quand même des écrits comme quoi la renonciation elle-même, elle était contraire à l'ordre public ou était faite sous contrainte. Enfin bon, donc très bien. Merci beaucoup. Merci, vous avez ouvert beaucoup de pistes ce matin et on va les explorer. Merci. Les deux tables rondes de ce matin ont été pensées de manière extrêmement simple.
les développements de M. de Montgolfier le montrent bien. On a deux sujets. Le sujet des contrats en cours, c'est exactement ce qui s'est passé au moment du Covid, au moment du confinement général en mars 2020. Comment on fait avec les contrats en cours, avec la peur des pénalités de retard, vous vous souvenez, et combien ça va coûter, combien de temps ça va durer. Donc ça, c'est les contrats en cours. Et donc on retrouve le même questionnement à l'occasion de la crise économique que nous vivons. C'est pas la peine de le démontrer, effectivement, qu'il y a cette crise. Il suffit d'écouter la radio, ça commence par l'inflation et par les pénuries. Et puis, une fois qu'on a constaté qu'on avait des contrats en cours, comment on va se débrouiller pour les contrats futurs. Va-t-on renoncer à la renonciation à 1195 va-t-on prévoir des clauses ou va-t-on se dire qu'on va y aller, on va voir après comment ça va se passer? Voilà, ça c'est la division de notre matinée. Et bien entendu, dans cette division de la matinée, il y a à chaque fois deux aspects que nous allons aborder, que les intervenants vont aborder. D'un côté, les contrats de travaux et de l'autre, les contrats de vente, puisque, comme vous l'avez souligné exactement, on ne parle pas de la même nature. Le 1793 du Code civil n'est pas la même chose qu'un engagement dans un acte de vente avec un prix fixé. Pour aborder ces sujets, donc, j'ai à ma droite monsieur le professeur Perrinet-Marquet, qui va nous donner un éclairage très juridique, bien que ancré dans la pratique. Et ensuite, on aura madame Béatrice Guénard-Salin, directrice juridique de la Fédération française du bâtiment, Bérangère Joly, madame Bérangère Joly, directrice juridique de la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers, et monsieur Stéphane Lafont, qui est là, qui est le directeur juridique de BNP Paribas Immobilier, qui va lui apporter sa vision, son expérience personnelle dans ce qu'il vit actuellement ou ce que les promoteurs vivent actuellement face à cette hausse des prix et à la pénurie en plus. Je vous passe la parole, monsieur Perrinet-Marquet. Pour examiner la question, je commencerai par plusieurs remarques préliminaires. La première, c'est qu'on est confronté à une question qui est relativement nouvelle. Alors on pourrait se dire, finalement, il y a eu la crise du Covid, il y a eu la crise des subprimes, on a connu des bouleversements économiques. Sauf que les subprimes, c'était très loin, ça ne touchait pas la construction, et que le Covid, et on avait, avec M. Aguigui, fait une remontée d'informations de la part des entreprises qui montrait que finalement ces difficultés avaient été réelles, mais c'était d'un point de vue financier soldé par des surcoûts relativement modérés, ce qui avait entraîné une possibilité assez forte de négociation. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là, et en plus, on est sur une crise qui est à la fois une crise qui touche les approvisionnements et qui touche les coûts. Donc elle est à la fois quantitative et qualitative, et en plus, elle risque d'être durable. Deuxième remarque, cette crise et son traitement, il faut le rapprocher de deux conceptions philosophiques du contrat. Je crois qu'il faut garder ça en tête. C'est que l'interprétation qu'on peut avoir du Code civil, elle est toujours liée à une espèce de, je ne vais pas dire de contexte idéologique, mais de rapport qu'on a au droit qui peut être différent. Et quand je lis la doctrine, je vois bien qu'il y a deux rapports différents à ces règles contractuelles. Il y a ceux qui sont partisans d'une force obligatoire, je dirais obligatoire, absolue du contrat. Pour eux, l'intérêt du Code civil, c'est justement que le contrat engage, qu'il engage, qu'on ne peut pas s'en dégager, et qu'il engage dans toutes les circonstances. Le contrat, pour eux, protège contre le bouleversement du contrat, des circonstances économiques, et que c'est l'un de ses intérêts. Et puis, il y a une autre catégorie, je dirais, d'auteurs qui, eux, voient les choses un peu différemment, où le contrat, bien sûr, c'est un engagement des parties, mais qui doit toujours être regardé avec la lumière extérieure de l'équité. Et certains ont été jusqu'à parler de faiblesse obligatoire du contrat, ce qui est quand même assez fort comme expression.
Donc, dans ce cas-là, le contrat, il n'est pas là pour protéger contre le bouleversement, il est là pour s'adapter au bouleversement. Et évidemment, selon qu'on a cette conception ou cette autre conception, la lecture de chacun des articles du Code civil est forcément différente. Troisième élément, c'est que ici, ce bouleversement économique, il échappe à une vision, je dirais, manichéenne des relations contractuelles. On n'est pas, dans la plupart des cas, en présence d'un consommateur et d'un professionnel. Alors bien sûr, on l'est dans le secteur protégé, mais c'est là où les questions les plus fortes vont se poser. On est dans des rapports entre deux co-contractants professionnels. Et on ne peut pas avoir une version western qui serait de dire il y a le bon et il y a le méchant. Non, il n'y a que deux gentils. Il y a deux co-contractants qui ont des intérêts légitimes, tous les deux. Et d'ailleurs, on voit bien que, quelquefois, ils sont dans deux postures alternatives, dans deux contrats différents, celui d'amont et celui d'aval. Ce qui, évidemment, fait que la réponse qui doit être donnée ne peut pas non plus être une réponse manichéenne. Et quand on regarde tout ça, on comprend la difficulté des pouvoirs publics face au traitement juridique de la crise. Alors bien sûr, il va y avoir des réponses différentes selon qu'on est dans les marchés publics ou dans les marchés privés. Pourquoi ? Parce que dans les marchés publics, on a un donneur d'ordre qui est une personne publique, qui peut être l'État ou une personne publique, et que l'État ou la personne publique dans elle-même co-contractant peut s'imposer à elle-même des choses qu'elle ne peut pas forcément imposer à un co-contractant privé. Ça, c'est une première différence. Puis la deuxième différence, c'est que le marché public, il est payé par l'impôt, au bout du compte. Donc c'est un peu plus facile de faire jouer les curseurs quand finalement c'est le contribuable, au bout du compte, qui va payer la différence. Dans un marché privé, on n'a pas cette marge de souplesse. Et on comprend dès lors que l'État ait plus de possibilités d'action dans les marchés publics, et la circulaire du 30 mars 2022 qui prévoit un certain nombre de mesures très intéressantes en est évidemment le signe. Dans les marchés privés, au contraire, c'est difficile pour l'État d'intervenir, parce que si l'État intervient, ça veut dire qu'il va choisir un des co-contractants contre l'autre. Il n'y a pas d'autre solution. Quand on a un conflit possible, ça veut dire qu'on choisit A ou B, ou qu'on prend des règles qui vont amener à choisir A ou B. Alors bien sûr, ces règles peuvent être adaptées, mais c'est quand même un petit peu compliqué dans des relations de droit privé, et on comprend qu'ici l'État n'intervienne pas. Et je crois que la solution au conflit va être aussi difficile pour le juge, parce que, précisément, il va être amené à arbitrer des conflits qui sont d'abord des conflits économiques avant d'être des conflits juridiques. Et que la tentation qu'il pourra avoir, c'est de faire du droit pour ne pas justement rentrer dans le choix économique qui n'est pas le sien. Alors c'est pour vous dire qu'on a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'arguments possibles dans le débat, mais qu'il y a plus de questions que de solutions. Et je crois que dans ce débat, il faut beaucoup d'humilité, parce que s'il y avait des solutions toutes faites, elles auraient été trouvées depuis longtemps. Donc je vais me poser une question simple. Quels sont les éventuels outils de droit civil pour résoudre les difficultés pour les contrats de droit privé, je laisse les marchés publics à Mme Bédier, qui ont été signés après le 1er octobre 2016, donc qui sont soumis à l'ordonnance de 2016, on ne va pas voir les autres, et qui ne sont pas des contrats d'adhésion. On va aussi simplifier la tâche avec cela. Donc, contrats de droit privé d'après 2016 qui ne sont pas d'adhésion. Et je vais voir 5 instruments possibles. Je reviendrai évidemment sur certains que vous avez évoqués. Premier instrument, c'est bien sûr l'imprévision. 1195, qui
qui a donné lieu à beaucoup de débats et de doctrines. Alors, pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Évidemment, le juge n'a pas confirmé que cet article-là est difficilement applicable dans les contrats spéciaux du secteur protégé, parce que, comme vous l'avez dit, monsieur le directeur, c'est contraire complètement à la philosophie même du secteur protégé, donc je n'imagine pas qu'on puisse le faire jouer ici. Et sur le marché à forfait, je pense, et je l'ai écrit, je n'ai pas changé d'avis, que c'est aussi la même chose, mais bon, on peut être toujours un peu plus hésitant. Et je voyais, une hirondelle ne fait pas le printemps, un arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 4 mars 2022, où on soulève dans l'application d'un marché à forfait en 195, et où le juge dit non, il ne s'applique pas parce qu'il n'y a pas de changement imprévisible. Mais il ne dit pas, il ne s'applique pas parce qu'il y a forfait. Donc voilà, s'il y a des avocats dans la salle, un petit argument en leur faveur, mais je sais très bien ce que je répondrais si j'étais en face d'eux. Donc, c'est un article qui va s'appliquer dans les autres contrats, du moins qui pourrait s'appliquer dans les autres contrats, sauf qu'on constate en pratique que dans la plupart des contrats, pour ne pas dire l'immense majorité des contrats, il y a une clause qui l'exclut. Donc 1195, c'est l'arlésienne des contrats, enfin c'est l'occasion de faire une clause d'exclusion. D'où deux questions. La première, c'est est-ce que cette clause d'exclusion qui figure dans les contrats est une clause d'exclusion valable? Pour moi, il n'y a pas de doute. Et je crois que le législateur a été très clair quant à sa volonté. La deuxième question, plus intéressante, c'est est-ce que si on a renoncé, on ne pourrait pas considérer que la renonciation est une renonciation modulable? J'ai renoncé, oui, mais peut-être pas à tout. J'ai renoncé, mais j'ai renoncé à ce que je pouvais imaginer comme pouvant être imprévisible. Alors c'est vrai que faire des degrés dans l'imprévisibilité, c'est quand même un peu compliqué. Il faut bien reconnaître. Mais je veux dire, si on veut pouvoir aller dans ce sens-là, il y aurait les événements raisonnablement imprévisibles et puis ceux qui ne seraient pas raisonnablement imprévisibles. Bon, dans cette conception, on pourrait se dire la renonciation, elle a été faite pour des éléments dont le risque, par celui apprécié par celui qui a renoncé, était des risques mesurables. Alors, pourquoi pas, mais est-ce que le juge retiendra une telle interprétation? Est-ce que cette interprétation elle est conforme à l'article 1188 qui parle de la commune intention des parties? Est-ce que c'était vraiment la commune intention des parties? Et je note d'ailleurs, un argument contre de plus, dans la circulaire du 30 mars 2022, très intéressante, il est dit à propos de cette clause, cette disposition du Code civil, alors c'est pour les contrats qui ne relèveraient pas de la commande publique, cette disposition du Code civil n'étant pas d'ordre public, elle peut avoir été contractuellement aménagée. Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles, les parties peuvent convenir de neutraliser une telle clause limitative dans une logique de répartition des aléas économiques. Les parties peuvent convenir. Donc si c'est les parties, ce n'est pas une partie qui décide. Et c'est un argument, alors évidemment qui vaut ce qu'il vaut parce qu'une circulaire a la valeur qu'on sait, enfin, c'est vraiment intéressant. Deuxième axe possible de discussion, justement à propos du forfait, ce sera le bouleversement de l'économie du contrat, puisqu'on sait que la jurisprudence, dans l'application de l'article 1793, dit, au titre de l'article 1793, on peut sortir du forfait s'il y a bouleversement de l'économie du contrat. Ah formidable, on y est. Oui, sauf qu'il y a un petit inconvénient, c'est que la jurisprudence le dit que dans l'hypothèse où le bouleversement est lié à une demande du maître d'ouvrage. Or là, c'est jamais le cas. Donc, ça ne marche pas. La force majeure. Troisième élément. Est-ce qu'il y a
ici, imprévisibilité, bon, on pourrait sans doute l'admettre, ne serait-ce que parce que l'imprévisibilité, c'est pas seulement l'imprévisibilité de l'élément, mais aussi l'imprévisibilité de ses conséquences. Et il y a un arrêt intéressant, même s'il est encore, je dirais, un arrêt modeste, la Cour d'appel de Besançon, 3 mai 2022, et tout récent, qui n'était pas lié à un contrat de construction, mais c'était une impossibilité d'approvisionnement. C'était un concessionnaire automobile qui vend une voiture, et puis finalement, le constructeur arrête la fabrication de la voiture pendant un certain temps. Est-ce que c'est un cas de force majeure? La Cour d'appel dit non, mais elle dit non uniquement parce que c'était le concessionnaire du fabricant. En disant, puisque vous étiez le concessionnaire du fabricant, vous deviez savoir que peut-être que la voiture sera en rupture. Donc s'il n'avait pas été le concessionnaire, ça aurait peut-être marché. Donc voilà, bon, un petit argument. Alors, l'irrésistibilité, bah, évidemment, on peut en discuter à perte de vue, mais là encore, la circulaire du 2 mars nous dit bien que l'instabilité, l'envolée sans précédent des prix de certaines matières premières, etc., affecte gravement dans plusieurs secteurs d'activité les conditions d'exécution, met en danger la pérennité de nombreuses entreprises. Bah, c'est évidemment un argument sur l'irrésistibilité. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'on pourrait peut-être avoir la force majeure, à quoi elle sert ici? Ben, elle peut servir éventuellement sur les délais, mais certainement pas sur l'aspect financier des choses. Parce que il ne faut pas oublier que son impact est celui-là, et puis qu'il y a une jurisprudence de la Chambre commerciale qui est reprise par des arrêts d'appel, qui dit très clairement « Le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. » Alors là, ça vise le maître d'ouvrage qui refuserait de payer, et pas l'entrepreneur, mais vous voyez que ça limite quand même considérablement les choses. Et puis, en imaginant qu'on puisse appliquer, est-ce que dans les contrats que l'on voit aujourd'hui, on ne trouve pas des clauses qui arrangent, enfin qui modifient d'une manière ou d'une autre cette force majeure? Et si on a ce genre de clauses, est-ce que ces clauses sont valides? Première clause, premier type de clause, la clause qui restreint la définition de la force majeure. Et à ce moment-là, ça va être vraiment des événements très précis, des éléments qui sortent de l'article, enfin qui restreignent considérablement la définition de l'article 1218. Est-ce que ces clauses sont valables? Franchement, j'en sais rien. Alors on cite parfois un arrêt pour dire que ça ne s'appliquerait pas à un arrêt de la Chambre commerciale du 11 octobre 2005, mais franchement, j'ai été voir l'arrêt, il n'est pas probant. C'était l'incendie dans les coffres, enfin dans une banque et on ne pouvait pas accéder au coffre-fort. Bon, il ne dit pas ce qu'on peut lui faire dire, donc peut-être, mais ce n'est pas certain. En revanche, sur les clauses qui étendent les cas et le domaine de la force majeure, là, on a de la jurisprudence qui est plutôt favorable. Donc, si dans un contrat, on a étendu le domaine de la force majeure, a priori, ça doit pouvoir s'appliquer. Et ça s'est vu, alors, dans je dirais, fameux arrêt, parce qu'il a été pareil commenté, de la Cour d'appel de Paris du 28 juillet 2020 en matière de livraison d'électricité, où là, on a admis une extension de la force majeure contractuelle. Et puis, même dans le secteur protégé, on admet une certaine extension de la force majeure, alors que pourtant on est dans le secteur protégé. L'arrêt du 24 octobre 2012, l'arrêt du 23 mai 2019, qui disent que ces clauses ne sont pas abusives. Donc là, il y a effectivement des éléments intéressants, mais qui vont pas forcément dans le bon sens, parce que si on a exclu, enfin ça dépend pour qui. Voilà. C'est toujours la même chose. Donc ça va dans le bon sens pour l'un des co-contractants et pas très bien pour l'autre.
On a parlé aussi, quatrième piste, de l'exécution par l'équivalent, c'est-à-dire de dire si vraiment il y a une disproportion manifeste, on exécute par équivalent, mais comme monsieur le directeur l'a dit, cet article, il a peu de chances d'être appliqué parce que effectivement l'intérêt pour le créancier sera toujours un intérêt très grand, et puis aussi parce qu'on constate dans les contrats que ce texte, il est souvent écarté. Je veux dire, les avocats ont bien fait leur travail. C'est-à-dire qu'ils ont balayé toutes les clauses qui pouvaient être favorables et les ont toutes écartées. Et la mise à l'écart de la clause ne semble pas ici faire problème, puisque, alors que la doctrine était hésitante, lors du débat de ratification d'ordonnance, les sénateurs ont expressément affirmé le caractère non impératif de la clause. Donc, si elle est non impératif, on peut le faire. Alors, il reste un dernier élément qui est la bonne foi. Et j'ai terminé par lui, parce que c'était plus général. 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Et là, 7 dispositions d'ordre public, donc là, on ne peut pas l'écarter. Alors, évidemment, ce texte pose beaucoup de questions ici. J'en retiens 2. Première question, est-ce que un maître d'ouvrage qui refuse de payer des surcoûts liés à un bouleversement des circonstances économiques est un maître d'ouvrage de mauvaise foi, au sens de l'article 1104? Or, certains le soutiennent, mais alors ils soutiennent sur un certain nombre d'arrêts, en se fondant sur un certain nombre d'arrêts des années 92, il y en a plusieurs, jusqu'à 2017, sauf que ces arrêts concernaient des contrats de cadre de distribution. Dès lors, je ne suis pas sûr qu'il soit transposable. Et puis, même s'il l'était, l'inconvénient ici de faire jouer la bonne foi, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une jurisprudence qu'on appelle la jurisprudence des maréchaux, qui a été rappelée, alors c'est une jurisprudence de 2007, mais qui a été rappelée par un arrêt tout récent du 9 mars 2022, donc, qui dit « Si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, on pourra admettre que c'est le cas, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties. » La substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties. Et évidemment, le prix, c'est la substance même de l'obligation. Donc, je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait faire là-dessus. Et en plus, si on accepte, si on dit, mais c'est plaidable, et il faut tenter, évidemment, quand on est dans la situation de le faire. Si on essaye de plaider sur 104, la réponse qu'on peut faire, c'est de dire, attendez, vous me dites que cette jurisprudence, on écarte la jurisprudence des maréchaux, qu'on applique l'article 104 et qu'il est de mauvaise foi en ne payant pas les surcoûts. Mais ça veut dire à ce moment-là que, alors que moi, j'ai dans mon contrat une clause de renonciation à l'article 195, vous passez bien au-delà de l'article 195, parce que s'il y avait l'article 195, il y aurait juste une obligation de renégocier, et là, directement, je peux aller voir le juge sur le fondement de l'article 104. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quand même dans l'application du droit civil? Alors ça reste une piste, mais vous voyez, à manier avec précaution. Deuxième question, est-ce que la bonne foi doit influer sur l'interprétation ou la mise à l'écart des clauses contractuelles? Ça, c'est une autre question. Est-ce que on doit appliquer ces clauses contractuelles, par exemple, sur le retard, sur les surcoûts, en tenant compte de ces événements? Est-ce que celui qui demanderait l'application de la clause de renonciation à l'article 95 ou à d'autres mécanismes correcteurs ne serait pas de mauvaise foi? Tout simplement, on pourrait soutenir ça. Ou celui qui soutiendrait que la clause de renonciation à l'article 1195 doit englober tous les éléments et pas seulement l'imprévisibilité raisonnable, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'il ne serait pas de mauvaise foi? Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, on peut soulever ça. Mais
est-ce que c'est pas quand même aller assez loin? Et surtout, la question qu'on peut évidemment se poser, c'est est-ce qu'on est une mauvaise foi lorsqu'on demande l'application d'une clause qui a pu être voulue par l'autre contractant, enfin par celui à qui on veut opposer la mauvaise foi comme un élément déterminant de son consentement, et qui finalement a été acceptée par celui qui aujourd'hui dit vous êtes de mauvaise foi. Donc vous voyez que ce n'est pas simple d'aller dans ce sens-là, mais peut-être que ça peut être un élément correcteur qui, au cas par cas, mais vraiment au cas par cas, pourrait être accepté par le juge. Donc, en conclusion, vous voyez qu'il n'y a pas de solution miracle, il y a des arguments de plaidoirie, il y a des arguments qui peuvent servir devant le juge, mais comme l'aléa judiciaire me paraît en la matière extrêmement fort, je pense que la bonne solution est certainement plutôt la négociation ici, la médiation, et je dirais que par-delà la bonne foi, ce qui est nécessaire, c'est surtout beaucoup de bonne volonté. Merci beaucoup, M. Perrinet-Marquet, pour cet éclairage. Vous avez balayé les 5 causes possibles qu'on pouvait imaginer quand on est, par exemple, juriste d'entreprise et qu'on voit arriver une crise comme le confinement d'il y a 2 ans, ou maintenant ce qui arrive en se disant, et vous avez votre direction générale qui dit trouvez-moi un moyen d'aller renégocier le contrat ou de casser le contrat ou de ne pas payer, etc. Et bien, on balaye ça et puis on tombe toujours sur cette imprévision que tout le monde a découvert en fait au moment du confinement. Avant, on renonçait, personne ne savait que ça existait, tout le monde allait bien. Mais alors, premièrement, je reprends un de vos écrits en, je pense, avril 2020 dans la revue Construction, où vous parliez de l'impensé. Donc on pouvait imaginer à ce moment-là, et beaucoup l'ont plaidé d'ailleurs, qu'on ne pouvait pas avoir renoncé à une imprévision qui n'était même pas possible de prévoir. Donc voilà. Mais la guerre, elle est toujours prévisible. Il y a une chanson d'ailleurs qui s'appelle Le Sud de Nino Ferrer où il parle de la guerre en disant c'est normal. Donc ça c'est pour les vieux. Et puis ensuite... Et puis ensuite, l'imprévision, quand on renonce à l'imprévision, la question qui se pose, c'est qu'on a du mal dans la négociation, quelle que soit la place qu'on prend, qu'on soit maître d'ouvrage ou entreprise, de dire à l'autre, toi tu renonces, c'est pas moi. Donc, s'il y en a un qui soulève l'imprévision, bah, l'autre aussi peut soulever l'imprévision. Donc on ne sait pas si vraiment c'est pas une grenade qu'on lance au milieu de la table en disant... tu vas voir ce que tu vas voir, et puis ça explose pour les deux. Donc maintenant, je vais passer la parole. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention, toujours très éclairante. Je vais passer la parole à Madame Guénard-Salin pour prendre la position, non pas une posture, mais l'analyse de la Fédération du bâtiment. Merci beaucoup. Bonjour à tous et puis à nouveau bienvenue au sein de la FFB. Les 50 000 entreprises de bâtiments qui adhèrent à la FFB apprécient toujours ces échanges avec la FDCI et aujourd'hui avec Juridim pour essayer de faire avancer la connaissance sur le droit de la construction et de l'immobilier. Voilà, alors effectivement les entreprises, on l'a dit ce matin, sont confrontées depuis déjà plus de 2 ans à plusieurs crises, pas une seule crise, mais plusieurs crises des matériaux et de l'énergie, n'oublions pas de l'énergie, avec des conséquences sur les difficultés d'approvisionnement. Quelques pénuries assez rares sur certains produits, mais c'est surtout des difficultés d'approvisionnement et des augmentations exponentielles dues à des circonstances qui, de notre point de vue, étaient totalement imprévisibles pour la guerre en Ukraine et pour la pandémie de Covid-19. Alors pour le bâtiment, schématiquement, sont concernés les produits suivants. Bien sûr, les matériaux acier ont connu une augmentation phénoménale, toutes les gammes, notamment les armatures en béton, l'aluminium, le bois, le PVC, les vitrages, les tuiles et les briques, l'isolation, les plaques de plâtre, le béton préfabriqué. Donc en gros, tout ce que l'on met en œuvre quasiment au sein d'un bâtiment est concerné par ces hausses importantes. Et juste quelques exemples, si on prend les 2 index les plus généralistes, donc le BT01, qui sont donc travaux de bâtiment tout corps d'État, et le BT50, rénovation, entretien tout corps d'État, ils affichent respectivement plus 6,2% et plus 4,3% entre mars 2021
et aujourd'hui, alors que pour ces deux index, la partie salaire et charges représente plus de la moitié. Et si l'on prend deux index qui ne sont pas des index généralistes, par exemple le BT27, fermeture de baies en aluminium, et le BT07, ossature et charpente métallique, leur progression est de 26, quasiment 27% pour le premier et 25% pour le second, sachant que pour le second, la part, le poste hausse des matériaux représente 77%. Donc c'est vous dire que c'est un problème extrêmement compliqué pour les entreprises, d'autant que nous sommes entrés dans une période, nos économistes nous le confirment, durablement inflationniste. Alors pour les plus anciens, donc on a parlé des plus vieux, dans les années 70 et 80, période également clairement très fortement inflationniste, plus de 5%, on pratiquait l'indexation sans se poser la moindre question. On est revenu ensuite au marché global et forfaitaire pour les marchés de travaux, mais en réalité, c'est une modification alors que pendant des années, on l'utilisait et on n'avait pas les débats que l'on a aujourd'hui sur indexé, pas indexé. Alors, pour comprendre l'impact de cette hausse sur une entreprise de bâtiment, il faut comprendre la chaîne des contrats. L'entreprise de bâtiment est au cœur d'un ensemble avec, on va dire, l'amont de la filière, donc l'entreprise, et l'aval avec ses clients. En amont de la filière, il y a les relations avec ses fournisseurs, les industriels, les grossistes, les fabricants, ceux avec lesquels les entreprises concluent un contrat de vente. Ce contrat de vente, je mets de côté le cas où il y a des conditions générales d'achat du côté de l'entreprise, qui est assez rare, pour les PME en tout cas, et les petites et les artisans. Ce sont les conditions générales de vente qui s'appliquent du fournisseur. Et ces conditions générales de vente, finalement, depuis la hausse de la crise, nos entreprises ont vu qu'elles étaient balayées, disons-le clairement, par les fournisseurs qui se sont livrés à des modifications unilatérales des conditions conclues et signées. Alors on avait deux cas. On avait donc des fournisseurs qui disaient que malgré le fait que les CGV indiquent que le prix serait fixé au jour de la commande, finalement nous fixerons le prix de vente au jour de la livraison. On a eu d'autres cas, des fournisseurs qui sont revenus unilatéralement sur les engagements contractuels en augmentant rétroactivement le coût des matériaux. J'ai même des chefs d'entreprise qui m'ont dit, écoutez, moi Béatrice, je reçois tous les jours 4 à 5 courriers de fournisseurs, je ne les ouvre même plus. Donc c'est un petit peu compliqué. Et bien sûr, ces modifications ne font pas l'objet de négociations. Et évidemment, les conditions générales de vente sont assorties généralement de clauses pénales au cas de refus, dans le cas où le client ne paye pas le prix. Alors pour se défendre, on essaye de trouver des arguments. Je vais vous citer deux arguments qui figurent dans le L442-1 du Code de commerce, L442-1, qui parle du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. On a eu quelques cas un peu rares de fournisseurs qui carrément ont arrêté, eux, voulaient appliquer le contrat. Ils étaient dans la première philosophie, le contrat, rien que le contrat. Dans ces cas-là, on peut argumenter également sur ce même article du Code de commerce sur la rupture brutale de relations commerciales établies. En tout cas, ce sont les conseils qu'on donne à nos adhérents. Alors juste d'un mot, dans des situations compliquées de blocage comme celle-là, le plan de résilience économique et sociale face à l'urgence du 16 mars 2022 prévoit des cellules de crise du BTP qui réunissent sous l'égide du préfet les fédérations professionnelles, les représentants de l'amont de la filière et les donneurs d'ordre. Donc je n'en dis pas plus puisque je crois que Nicolas Maure en parlera tout à l'heure. Mais il ne faut vraiment pas hésiter à faire usage de ces possibilités de négociation encadrées. Deuxième type de relation contractuelle, c'est la relation entre l'entreprise et son maître d'ouvrage. Donc effectivement, on l'a dit tout à l'heure, deux types de maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage publics, État, collectivité locale, OPH, et aussi les maîtres d'ouvrage personnes morales de droit privé qui sont soumises au Code de la commande publique, donc avec des textes différents, une finalité différente et un traitement des difficultés différents. Et les entreprises ont aussi des relations avec des donneurs d'ordre privés, donc la maîtrise d'ouvrage privée, les promoteurs, mais aussi des particuliers, des consommateurs, pour lesquels c'est le Code de la consommation qui s'applique, avec des obligations renforcées d'information précontractuelle, où là, revenir sur un prix est a priori assez compliqué, sans parler des contrats spéciaux, CCMI et VFA, qui répondent également à leurs propres
j'allais dire, règles et structures, et bien sûr les syndics de copropriété. D'autres problématiques, puisque le prix est fixé et arrêté par une assemblée générale de copropriétaires, c'est un peu plus compliqué de revenir sur ce qui a été voté avec la lourdeur du processus démocratique d'une copropriété. Donc nous, à la Fédération, nous avons conseillé à nos adhérents de faire des courriers à leurs donneurs d'ordre. Donc là, je suis bien dans la relation avec leur maître d'ouvrage, en indiquant, voilà, nous sommes titulaires du marché, telle date, tel numéro, on réexplique le contexte, on précise quels sont les matériaux, les produits qui sont concernés par la hausse des prix, avec des preuves à l'appui. Je vous ai dit qu'on reçoit des sommes de courrier de la part de fournisseurs avec des chiffres. Donc, montrons à nos donneurs d'ordre ces augmentations. On explique qu'il serait inéquitable que l'entreprise soit la seule à supporter ces surcoûts qui sont vraiment exponentiels par rapport à ce qui a été conclu à l'origine, et proposer d'engager une négociation. Alors ensuite, quelle est la réponse ? La réponse, malheureusement, on n'a pas de réponse unique. On regarde au cas par cas. Donc quel type de réglementation s'applique, ce qu'a dit le contrat, quelle était la volonté des parties à l'origine. Et effectivement, quand on se trouve face, la plupart des contrats, effectivement, contrat marché global et forfaitaire, mais quand on a une clause d'indexation, on l'applique, mais quand elle n'est pas adaptée à l'augmentation réelle subie par l'entreprise dans des proportions très importantes, effectivement, on a l'imprévision, on a la possibilité, semble-t-il quand même aussi, d'argumenter sur la force majeure, mais la force majeure, c'est quand même plus compliqué pour une entreprise. La force majeure, vous arrêtez parce que vous ne pouvez pas continuer. L'imprévision, pendant les négociations, vous êtes obligé de continuer à faire vos travaux. Le seul cas où nos adhérents veulent sortir du contrat, c'est quand ça met en péril, ces surcoûts mettent en péril leur activité. Mais la plupart nous disent on préfère continuer à travailler, essayer de négocier, et on ne veut pas surtout, on a une temporalité très importante, puisque si la première entreprise, le temps de négociation prend du retard, ça va entraîner des retards de chantier. Qui dit retard dit pénalité de retard, dit l'organisation du chantier est compliquée et tous les autres corps d'État vont être impactés. Donc il y a vraiment un souhait des entreprises de continuer les travaux, mais de les continuer à des conditions qui soient viables pour elles. Voilà. Un dernier mot pour vous dire que, effectivement, sur l'imprévision qu'on a évoquée ce matin, dans le cadre des marchés publics, il y a des choses qui sont très précisément indiquées dans la circulaire du Premier ministre Jean Castex de l'époque, du 30 mars 2022, où l'on précise bien quelles sont les conditions de l'imprévision, le montant de 1/15e qui est un montant qui est communément admis par la jurisprudence, et le fait qu'une fois que l'imprévision est caractérisée, la part de l'aléa qui reste à la charge de l'entreprise est de l'ordre de 10%. Donc après, on regarde ces différents on voit au cas par cas, avec une demande particulière qui a été faite aux donneurs d'ordre public de prendre en considération la taille de l'entreprise, en particulier de protéger les petites entreprises, les PME et les entreprises artisanales. Voilà, donc en conclusion de mon propos, effectivement, il y a des outils juridiques, mais dans le concret, déjà, il faut que les entreprises s'en emparent, les connaissent et les fassent appliquer. Et là, on se retrouve dans des situations parfois de rapports de force qui sont un peu compliquées au quotidien. Je vous remercie. Donc, si je comprends bien, dans la première partie de votre propos, vous avez expliqué que le contrat, on s'en fout. Donc, l'article 195 ou les autres articles ou la loyauté, ça ne change rien. J'ai des conditions générales de vente, mais comme le prix a augmenté, je vous dis que je ne vous livrerai pas, ou alors je vous le livrerai au prix de la livraison et non pas au prix de la commande. Donc voilà, ça c'est la réalité économique qui s'impose au contrat. Et dans la deuxième partie, vous nous avez rappelé quelque chose très rapidement, mais c'est important d'avoir en tête, c'est que dans le schéma, de manière très schématique, quand on parle de nos affaires, de nos réflexions sur la hausse des prix, on dit l'entreprise, le maître d'ouvrage et l'acquéreur final. Quand je suis promoteur, je suis entre les deux. Et quand je suis entreprise, je suis en bas de la chaîne. Mais en fait, ce n'est pas vrai. C'est pas 3 personnes. C'est que un chantier, c'est pas une entreprise. Et une entreprise, c'est pas une entreprise. Il y a des sous-traitants, il y a des fournisseurs, et parfois c'est des corps d'État séparés. Donc la négociation que doit avoir le maître d'ouvrage avec chaque entreprise n'est pas si simple, parce que on peut très bien être d'accord avec une entreprise pour lui
pour augmenter son prix parce qu'on considère qu'il le faut et puis pas avec des autres. Et puis les entreprises elles-mêmes sont dans négociation exactement pareil avec leurs sous-traitants et leurs fournisseurs. Et de l'autre côté, quand on est maître d'ouvrage, parce que comme vous l'avez très bien rappelé, monsieur le directeur, ce matin, le maître d'ouvrage, il faut bien qu'économiquement, il puisse répercuter, absorber et puis répercuter également les augmentations. Donc, quand on est maître d'ouvrage, on a exactement le même problème, c'est-à-dire d'aller négocier avec les acquéreurs. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Bérangère et je vais même lui donner un micro. Bonjour à tous et merci de nous avoir invités à participer à cette table ronde sur un sujet d'actualité. Pour les promoteurs, alors je n'empiéterai pas sur l'intervention de Stéphane, mais voilà un petit peu rappeler les différentes actions que la FPI effectivement a pu mener. Donc comme Béatrice au service juridique de la Fédération, on a ressorti la boîte à outils de la crise sanitaire avec effectivement modulo quelques adaptations, puisque c'est vrai que les outils que les opérateurs mobiliseront, et ce que Stéphane explicitera sans doute, on a tous repris la force majeure, l'imprévision, effectivement le rappel de l'encadrement dans les contrats du secteur protégé, en particulier la VFA, des clauses de révision du prix qui effectivement n'étaient absolument pas pratiquées. Donc on a rappelé cette faculté sur lesquelles je comprends que de nombreux juristes dans la salle phosphore rédigent en attendant de voir comment les négociations contractuelles et commerciales peuvent aboutir. Sur ce sujet, effectivement, comme Mabod l'a rappelé, c'est vrai qu'on est toujours dans cette chaîne de contrats et le travail de la médiation des entreprises l'illustre, parce qu'il y a vraiment tous les acteurs qui sont représentés, depuis les industriels. Alors, il n'y a pas toujours les acquéreurs finaux, mais justement, c'est une des difficultés et un des sujets auxquels sont confrontés aujourd'hui les opérateurs, avec deux types, deux grandes familles, on va dire, d'acquéreurs finaux. Tout à l'heure, professeur, vous rappeliez effectivement le secteur protégé en VFA, qui présente cette spécificité d'avoir effectivement deux types de clientèle. Une clientèle institutionnelle où là, on est entre professionnels. Et donc on pourrait se dire que voilà, les négociations sur les clauses d'indexation sont peut-être plus faciles. C'est pas forcément toujours évident, mais ça je laisserai Stéphane mieux l'illustrer. Et le sujet des acquéreurs finaux, des ménages, avec aujourd'hui des difficultés de financement qui sont un peu complexes. Nous, c'est vrai que sur ce sujet, à la fédération, on voulait aussi, puisque cette crise, un peu comme la crise sanitaire, mais ça aussi, ça a été rappelé, il y a deux enjeux à chaque fois. C'est l'enjeu des coûts d'un côté, donc avec les négociations sur revenir vers le client, parce que puisqu'on va accepter de participer, puisque il n'y a pas que des vilains maîtres d'ouvrage qui refusent d'appliquer, qui appliquent strictement le contrat. Alors il y en a peut-être tous, Moi, je ne me porte pas garant de tous les promoteurs sur le territoire, mais les remontées sont plutôt celle de négociation effectivement avec les entreprises et ensuite à l'égard des acquéreurs. Donc il y a ce sujet des coûts. Il y a un autre enjeu qui est assez important, et vous le rappeliez avec les clauses de prorogation des délais de livraison, c'est l'enjeu des délais. Et ce que la FPI a rappelé au pouvoir public, c'est notamment le fait que le promoteur est contraint par des délais contractuels, certes, mais aussi des délais fiscaux. Et ça, je pense que les promoteurs ici présents l'ont en tête. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours comme réflexe, mais il y a énormément de dispositifs fiscaux qui sont encadrés dans des délais d'achèvement de travaux, que ce soit en matière de droit de mutation, de dispositifs de réduction d'impôts, même pour les acquéreurs primo-accédants, le prêt à taux zéro est conditionné au respect de délais. Et aujourd'hui, ça pose des difficultés fiscales, puisqu'il y a des pénalités qui s'appliquent ou des biens qui ne peuvent plus être éligibles. Voilà, donc il y a des sanctions financières et fiscales sur lesquelles la fédération travaille et espère que ces réflexions pourront aboutir. Mais je vais peut-être laisser la parole à Stéphane et compléter ses propos ensuite. Donc je suis Stéphane Lafont, donc je suis directeur juridique de la branche promotion de BNP Paribas Real Estate.
BNP Paribas Real Estate, qui est une filiale à 100% de BNP Paribas, est un leader européen des services immobiliers qui intervient en promotion, en transaction, en expertise, en property management et en investissement management, et ce sur une trentaine de pays, et ça a fait environ 5000 collaborateurs. Et moi, je m'occupe donc de la promo en France. Ceci étant rappelé, donc moi, mon regard, ce sera un regard promotion, puisque c'est le sujet qui nous importe. On entend bien, pardon. En fait, tout a été dit dans le sens où, effectivement, le promoteur, c'est un des acteurs de la chaîne et qu'on ne peut pas raisonner de façon indépendante d'un acteur sur l'autre. J'ai l'entreprise, certes, mais j'ai effectivement tous mes contrats de commercialisation qui ont été rappelés sont de nature diverse. Hein. Dans le secteur protégé, j'ai mes acquéreurs en accession libre, mais j'ai également des bailleurs sociaux, donc c'est des ventes en bloc, c'est des institutionnels, mais qui sont pour autant régis par les dispositions de secteur protégé, qui sont des dispositions impératives, et j'ai ce qu'on appelle le secteur libre, qui est finalement tout ce qui est tertiaire, tout ce qui est bureau, et donc quand on réfléchit à ces questions, en fait, pour moi, vraiment, c'est du cas par cas. En fait, quand on a les outils contractuels, en fait, là, encore une fois, on est sur les contrats en cours. La deuxième table ronde, et je ne veux pas empiéter, sera sur les futurs contrats. Donc, mais là, on est dans l'existant. On l'a dit, les outils contractuels, bon, l'imprévision, c'est effectivement le plus souvent, on y renonce le plus souvent, mais pas tout le temps. Moi, sauf erreur, à titre, chez BNP, on y renonce dans nos marchés de travaux, mais sauf erreur, il y a la norme NFP 00301 de 2017 qui ne s'y oppose pas. 2021 maintenant. Et alors, sauf erreur, l'imprévision du 2021 y est toujours aussi. Oui, voilà. Alors donc moi je pense, j'ai pas fait mes statistiques sur les marchés de travaux, mais je pense qu'il y en a, contrairement à ce qu'on peut peut-être imaginer, beaucoup qui sont assujettis à cette clause sur l'imprévision. Ça, je referme une parenthèse parce que peut-être que ma collègue de la FFB pourra peut-être affirmer ou infirmer ses propos. Donc il y a l'imprévision. Toutefois, on a vu que c'était effectivement difficile, indépendamment du fait que la clause existe ou pas. Si elle existe, on peut quand même se poser des questions. Pour moi, l'imprévisibilité, pas nécessairement de soi, mais bon, ça se discute. Et j'entends les arguments des uns et des autres. Mais par contre, ce qui est la norme, c'est pas l'imprévision, c'est le forfait. Ça, c'est vrai que les marchés sont quasiment toujours, la règle du forfait, elle est marquée, et du forfait non révisable. Parce qu'en fait, on pourrait avoir un forfait qui serait révisable, et c'est vrai que c'est aussi une pratique, et que le forfait, quand on fait une appréciation juridique, j'ai quand même un peu l'impression que même si le professeur Pyrénées-Marquet, il y a eu des arguments qui ont été indiqués, moi j'ai un peu en tête quand même que le spécial remporte sur le général, que l'imprévision est donc c'est supplétif, et que inversement le forfait est d'ordre public, et que si on avait à confronter les deux, je pense que le forfait remporterait. Mais enfin bon, pour moi le sujet il n'est pas tant dans les clauses du contrat, puisque en fait a priori les contrats ont été négociés dans un sens qui était les accords des parties, et aujourd'hui vouloir les modifier, c'est dans les contrats en cours qu'ont ce type de clause, effectivement ça pose difficulté. Toutefois, moi je pense que le vrai sujet
c'est évidemment de discuter, il faut discuter, mais il faut discuter globalement, parce que moi, si mon entreprise, elle va me demander une réclamation au visa d'index, de coûts qui ont été explosés avec la justification, parce que parfois on reçoit des courriers, mais sans aucune justification. Donc ça là, par contre, je reconnais que quand il n'y a aucune justification, on n'est pas hyper fun sur le fait de dire bon bah ok, on va regarder. Pour autant, quand c'est justifié, naturellement on se rend compte, on regarde. Ça c'est côté entreprise. La difficulté, effectivement, c'est ce que je disais, c'est après comment impacter cette prise en charge du coût. Pourquoi pas participer, je dirais, bon, il ne s'agit pas qu'il y ait un acteur qui prenne tout, mais inversement, en fait, on est tous dépendants des uns des autres. Donc, moi, Bérangère l'a dit, sur le secteur protégé, il y a d'abord un indice qui est impératif, le CCH le prévoit, c'est le BT01, et je peux augmenter mon BT01 dans la limite d'un montant de 70%. Donc déjà, ça c'est OK, je ne peux pas faire autrement. Alors ça, c'est une chose que on le fait, on peut le demander quand dans le cadre de cette réflexion vis-à-vis de nos bailleurs sociaux, qui effectivement acceptent l'augure effectivement de voir appliquer une indexation, pour autant encore une fois qu'elle soit justifiée et dans les dispositions du CCH, puisque c'est celles qui s'appliquent et qu'elles sont impératives, vis-à-vis des particuliers, évidemment, d'abord dans les contrats en cours, il n'y a pas de révision, donc de toute façon, d'indexation, la question ne se pose pas. Et si elle se posait, la question se poserait surtout sur le financement, puisque, en fait, pour avoir interrogé un peu mes camarades du métier, les commerciaux, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. On sait qu'aujourd'hui, les conditions de financement sont tendues. On voit qu'en plus de ça, on ressent une remontée, outre l'inflation, une remontée des taux, et qu'on est ric-rac. Et si en plus de ça, on doit dire dans les VFA, dans les contrats de réservation, que bon, bah, écoutez, voilà, ça va être indexé, certes sur le BT01, mais enfin bon, quand même, je pense que c'est une vraie difficulté. À ce jour, en tous les cas, à ma connaissance, la profession, on se pose tous la question, puisqu'en fait, vous disiez côté entreprise qu'évidemment, on se prenait de plein fouet les coûts, les hausses des coûts, mais évidemment, toute la chaîne se prend de plein fouet la hausse des coûts, et on a des opérations, je dis pas BNP, parce que enfin, il y a des opérations qui sont extrêmement tendues. Et j'ai entendu que certains opérateurs même lancent des opérations en perte à cause de ça, parce que les VFA sont passés et qu'à un moment donné, on ne peut plus faire autrement. Donc en fait, oui, c'est un vrai sujet et sur lequel on ne peut pas, notamment avec les acquéreurs personnes physiques, on ne peut pas reporter. On ne peut pas le reporter. Donc c'est une vraie difficulté. En ce qui concerne les VFA du secteur libre, là, c'est des négociations, des renégociations, puisque là, encore une fois, mes propos sont circonscrits au contrat en cours. Donc c'est d'aller voir effectivement nos investisseurs en leur disant que ben voilà, depuis le moment où on a signé notre contrat, ben le prix, certes, c'était ça, mais là, moi, on est confronté à la hausse des coûts et que donc de demander dans quelle mesure d'essayer de renégocier, d'indexer, de regarder, ça se fait. Certains investisseurs, je crois qu'aujourd'hui, il me semble mais comme toujours finalement, c'était la même chose pour le Covid. À un moment donné, on discute. Je pense que s'il y avait d'ailleurs une conclusion, c'est vraiment ça. Moi, je me souviens des discussions qu'on avait au moment du Covid, la crise sanitaire, où les entreprises, en fait, très légitimement demandaient participation du maître d'ouvrage qu'on avait pu faire sur des sujets sanitaires, etc. Et les investisseurs et les retards que ça prenait. Et les investisseurs qui ont négocié par ailleurs les pénalités de retard que nous avions en franchise de pénalité, ne pas appliquer parce qu'encore une fois on est dans une chaîne, mais je crois qu'en tous les cas il faut que tout le monde comprenne que c'est compliqué pour tout le monde, et je pense qu'il faut que tout le monde accepte de pouvoir discuter en tous les cas, parce que ne pas pouvoir discuter
est vraiment compliqué. On a eu des débats avec nos camarades justement investisseurs sur la façon dont ils appréciaient en fait ces sujets-là, et ce qu'ils acceptaient, parce que dans les causes de retard aussi, c'est des sujets. On a toujours dans nos contrats des causes légitimes de retard. Hein. Aujourd'hui, nous on considère côté promoteur, côté BNP, pour moi c'est même un sujet qui est non négociable. Hein. C'est que aujourd'hui la pénurie des matériaux, c'est évidemment une cause légitime de retard, et que parce qu'on l'a subi de plein fouet, et je ne peux pas admettre au niveau des principes que je sois sanctionné avec des pénalités fortes in fine par un investisseur parce que j'ai livré en retard, alors que véritablement on est confronté à un sujet de place et qui est donc alors donc les investisseurs en sont tout à fait conscients, hein, mais comme d'habitude les discussions sont toujours un peu compliquées sur tu vas me démontrer que tu as que l'entreprise a je sais pas combien de devis, que ceci, que cela, machin, etc. Enfin bon, on encadre les clauses, mais je pense en tous les cas que les acteurs de bonne foi et de bonne volonté, indépendamment de la bonne foi dont on parlait du Code civil, mais de bonne volonté, ont intérêt à faire avancer, à trouver des sorties par le haut. Nous, on a eu des demandes. Je crois qu'encore une fois, c'est au cas par cas. Je pense qu'il y a des entreprises qui sont encore d'état séparés. Il y a des grosses entreprises nationales. C'est pas le même. On n'est pas affaire au même type d'intervenants. C'est vrai que une petite entreprise, une entreprise moyenne, qui vient nous voir en disant, ben en fait, clairement, ils peuvent pas parce que sinon ils vont déposer. Clairement, on va avoir un regard de voir comment on peut essayer de trouver une solution, et on en trouve. Et moi, je dirais que si on n'en trouve pas, c'est que bon, vraiment c'est compliqué. Mais c'est vrai que moi on a subi le fait, je sais plus quel était le corps d'État qui avait une augmentation qui nous avait justifié et qui ne pouvait pas suivre sinon il déposait son bilan, et que oui, on a trouvé un gentleman agreement, et que je pense que si on est un peu intelligent, si on n'avait pas trouvé, derrière il aurait fallu reconsulter, et que je suis pas sûr qu'on aurait eu un prix qui soit nécessairement très inférieur à celui qu'on avait. Donc moi je préfère retenir le fait que les armes juridiques entre guillemets pour les contrats en cours, on les a tous évoqués, hein. Le forfait, oui, on peut tous se réfugier derrière le forfait. Moi, je suis assez à l'aise avec les contrats entre guillemets actuellement. C'est vrai que juridiquement, quand c'est forfait, mais raisonnons au cas par cas, parce qu'encore une fois, c'est du cas par cas. Il y a des entreprises, par exemple, on peut demander qu'ils sont en difficulté, on peut faire une avance de trésorerie. Il y a plein de possibilités différentes. L'indexation en études, mais pas que, loin s'en faut. Et en tous les cas, moi, je suis un fervent partisan de la liberté contractuelle. Je vous remercie. Un mot, quand on avait le Covid, on avait quand même une ordonnance qui venait bloquer les pénalités de retard. Donc c'était quand même, oui, c'est pas la même chose que ce qu'on a aujourd'hui, mais parce qu'il y avait une période fixe, le législateur pouvait faire quelque chose de fixe. Je vais juste dire que vous avez parfaitement raison. La norme AFNOR NFP 03001 est bien de 2017. L'AFNOR fait on appelle ça des révisions systématiques tous les 5 ans. Donc elle est actuellement remise sur le tapis. Il y en aura une en 2022. Mais vous avez raison sur la date. À date, c'est bon. Madame Guénard-Savin, j'avais une question à vous poser quand même. C'est vous, parce que là, ce que nous dit Stéphane, et tu vas reprendre la parole. Ce que nous dit Stéphane, c'est qu'effectivement, le promoteur chez qui il travaille, BNP Paribas, qui est quand même pas un petit promoteur, mais en général, c'est ce qu'on a constaté, les parties cherchent à trouver une solution. Est-ce que vous, à la FFB, c'est ce que vous constatez? Oui. Nos adhérents sont dans une situation où ils ne peuvent pas exécuter le contrat en l'état, au prix négocié. Je ne l'ai pas évoqué, mais on a des fournisseurs aussi qui maintenant font des quotas pour se réserver un peu de marge et pour éviter qu'il y ait aussi
pas des spéculations, mais des achats en masse pour se réserver l'avenir. Donc des quotas sont institués. Donc c'est assez compliqué. Donc oui, les entreprises veulent la négociation, veulent pouvoir faire entendre leur point de vue auprès des donneurs d'ordre. Donc en tout cas, il y a des tentatives de négociation, oui, au quotidien. Est-ce qu'ils y arrivent? Non, pas toujours. Pas toujours, on va quand même pas se mentir, pas toujours. Oui, mais parfois quand même. Ce que j'observe, c'est effectivement beaucoup de questions des adhérents sur tous les outils qui peuvent être mobilisés. Et ce qui est là où j'ai été agréablement surprise, parce que je sais que c'était un sujet qu'on avait précédemment invoqué et que Stéphane illustrait, c'est aussi l'accélération des délais de paiement. Ça, je sais que voilà, on en a discuté dans les groupes de travail à la Fédération. C'est un autre outil justement pour que les maîtres d'ouvrage accompagnent les entreprises et surtout soulagent leur trésorerie. Stéphane parlait des acomptes. Ça, c'est aussi un autre outil que les maîtres d'ouvrage ont mobilisé, voilà, pour accompagner les entreprises. Et une autre pratique, alors, qui soulève quelques difficultés juridiques quand même pour les promoteurs, mais je sais que certains se sont posé la question et certains l'ont fait. C'est tout ce qui est le paiement des matériaux par le maître d'ouvrage, avec une délégation de paiement et une clause de réserve de propriété, alors qui n'est pas sans poser quelques difficultés, parce qu'il faut savoir si les matériaux livrés sont bien ceux qui ont été commandés, seront conservés ou voilà. Donc les promoteurs dans la salle connaissent ces questions par cœur, mais effectivement c'est aussi un outil, voilà, sur lequel on a été sollicité au service juridique, preuve que voilà, on élargit la boîte à outils pour pouvoir trouver des solutions. Maintenant, je sais aussi, pour avoir les mêmes sollicitations sur ces sujets, enfin nous, puisqu'on est plusieurs, c'est la question de retourner vers le client quand on a signé le contrat de réservation et qu'il faut, voilà, le prix a augmenté, donc on retourne vers le client pour lui expliquer que le coût n'est pas le même. Alors même si on a des dispositions justement dans le CCH qui nous disent, dans le régime de l'AVFA du secteur protégé, qu'au-delà de 5%, on peut restituer le dépôt de garantie, donc les parties peuvent se séparer. En pratique, on sait qu'on a quand même un taux de chute, on ne va pas se mentir, quand le promoteur retourne voir, alors particulièrement les ménages acquéreurs, hein, effectivement. On n'a pas non plus, les ménages n'ont pas. On a une loi sur le pouvoir des achats qui nous attend, donc ouais, c'est qu'il y a quand même un sujet. Voilà, donc ça c'est le gros risque aujourd'hui pour les beaux promoteurs, il est là. Sachant que quand il y a un désistement, on pourrait se dire chouette, je vais augmenter mon prix puisqu'il y a un désistement. Donc c'est une aubaine, sauf que dans la plupart des grandes villes, ou en tout cas de l'Île-de-France, le prix de vente est bloqué. Donc il y a effectivement des prix maîtrisés aussi. Et ça, comment on fait, monsieur l'agent, quand j'ai des prix maîtrisés? Avec un effet pervers qui est que si on augmente le prix, il faut augmenter le prix d'achat du terrain, puisque l'aménageur va demander à ce que toute augmentation de chiffre d'affaires soit partagée, parfois jusqu'à 75%. Enfin bon, en tout cas, on constate que le sujet à la base n'est pas un sujet juridique. À la base, c'est un sujet économique, comme vous l'avez tout à fait exactement rappelé, et que donc, s'agissant d'acteurs économiques, ils essaient de trouver des solutions. J'ai un article dans les Échos du 30 mai sous les yeux, où on voit par exemple, entre autres intervenants, Anne-Sophie Grave, donc patron de CDC Habitat, qui dit on regarde les chantiers au cas par cas et nous revisitons les opérations par opération. Aujourd'hui, nous sommes sur des hausses de 3 à 5% du coût global des travaux. Et donc, voilà, le CDC Habitat, elle ne dit pas qu'elle va accepter toutes les demandes qui arriveront, mais on voit bien que les acteurs ont accepté, tous les acteurs ont accepté de rentrer dans ce jeu de comment on fait pour partager le fardeau. Je remercie les intervenants de cette première table ronde. Et si vous êtes d'accord, on va passer à la seconde table ronde. Merci beaucoup, monsieur Marquet. Merci Stéphane.